Après un live de 4 heures jeudi, après un live de 4 heures vendredi, après une soirée 4 le samedi et après une soirée 4 le dimanche, de laquelle je suis rentré d'Aix-en-Provence à 3 heures du matin, c'était peut-être incroyable, mais ma jauge de fatigue est au maximum et vu que j'ai hurlé comme un âne hier soir, ma voix n'est pas du tout encore revenue, donc si jamais je ne suis pas au taquet et que j'ai des instinctions de voix de temps en temps, c'est normal, je vous demanderai de me pardonner. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, et en effet j'ai une voix qui va être cassée, ça va être compliqué de monter dans les aigus, mais on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. On continue la suite des cartes révélées, on en est déjà à peu près la moitié, on a à peu près une centaine de cartes révélées pour le moment, un peu plus même, ici avec 32 cartes supplémentaires. Est-ce que j'ai bien compté tout de suite? Maintenant j'ai un doute, mais il me semble bien que c'est 32 cartes supplémentaires, je vérifie ça, et oui c'est bien 32 cartes, même 33, pardon, 33 cartes supplémentaires. On va avoir de quoi voir justement les 2 tiers du chapitre quand même, ce qui est plutôt cool. Il restera donc une soixantaine, soixante-dizaine de cartes afin d'avoir la totalité, mais on commence à vraiment voir ce que le chapitre a dans le ventre et c'est vachement cool parce qu'il y a vraiment des cartes très fortes. Et ici encore, on a des légendaires qui sont incroyables qui ont été révélés. On a vraiment du lot en termes de cartes, on a vraiment des choses à voir. Et on va commencer tout de suite avec la reine. La reine, c'est donc justement une légendaire qui coûte 3, 3, 1 de l'or. Elle est reine, elle est mage, blablabla. Et c'est du texte italien. Ce qu'il faut retenir, c'est que la reine, elle a donc une capacité qui lui demande de s'incliner. Quand on l'incline, on regarde les 4 cartes du dessus de notre deck. On choisit un objet. S'il coûte 3 ou moins, on peut le mettre en jeu gratos. Si jamais il coûte plus, on peut le garder en main, puis on mélange notre deck bien évidemment. C'est une carte que je trouve assez intéressante, mais encore une fois, elle a un peu le même problème que ce qu'on avait vu avec l'Albatros dont j'ai oublié le nom, c'est que il faut vraiment avoir beaucoup d'objets dans le deck pour que ça fonctionne. Alors évidemment, si la reine elle tombe sur une plume en forte d'arête, c'est incroyable, mais à part ça, ouais, une plume, voilà, genre une glace à l'eau, c'est sympa, mais il n'y a pas assez d'objets à 3 qui sont très joués pour que ce soit vraiment si rentable que ça. Et bien que ça peut être très cool de jouer la reine et d'avoir le tour d'après gratos la plume en forme d'arête pour gagner beaucoup de tempo, si c'est tout ce qu'elle fait, c'est qu'on a vraiment envie de la mettre dans le deck. Par contre, chose à noter, si jamais on fait un deck avec vraiment beaucoup d'objets, et les autres cartes qui arrivent plus tard, vous allez voir, il y a des cartes qui jouent sur les objets qui ont l'air incroyables, peut-être que ça peut valoir le coup, du coup, de jouer cette reine parce qu'on sera sûr d'avoir un objet et on pourra choisir quel objet on joue, mais ça demande d'avoir un deck quand même très particulier. Avec le jeu qui évolue, on aura de plus en plus d'objets et la capacité sera peut-être de plus en plus intéressante. Là, telle quelle, je pense que c'est encore trop tôt, mais c'est une carte à surveiller pour les futurs chapitres, je pense. On continue avec les balais magiques. Et on a enfin des balais magiques qui coûtent cher et qui sont ancrables. Et en plus, ils sont vraiment bons. Pour 6, on a une 2-6 de l'or, ce qui paraît un peu en deçà, mais déjà elle a résistance 1, donc en fait c'est virtuellement 2-7, voire même 2-8 si on la gère en 2 fois. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'il a plus 2 d'attaque pour chaque autre balai magique en jeu. Et donc dans un deck balai magique, on en aura plein. Et ce qui est vachement bien, c'est que du coup, avec juste un balai magique, il devient incroyable parce que de base, il résiste à Maui avec ses 6 de vie et résistance 1. Mais avec juste un autre balai magique, il monte à 4 d'attaque. Et du coup, il esquive Medusa. Donc vraiment une carte ultra forte. Certes, il faut un peu de board à côté pour que ce soit utile, mais juste un personnage, c'est encore ok. Et avec juste un personnage, 4-6 résistance 1 de l'or, c'est déjà super bien. Et en plus, évidemment, dans les decks balais, on va essayer de leur donner charge avec différentes capacités. Donc si en plus on a des trucs pour lui donner charge, ça peut vraiment être super cool. Très bon balai, très bon ajout, super rare, ça valait le coup pour les decks balais. Pat, le Pat version mousquetaire, hein, le méchant mousquetaire, pour 4, 1, 5, 2 de l'or. C'est une vanilla, donc pas grand chose à dire. Des stats intéressantes tout de même, parce que 5 c'est quand même pas mal de vie pour le tour 4, c'est difficile à gérer 5 de vie au tour 4, à part des Zeus bien évidemment, mais voilà. Et 2 de l'or derrière, pour une carte verte, ça peut être très intéressant pour les décroches, évidemment. Pas grand chose de plus à dire dessus, j'ai quand même du mal à l'imaginer, voire être joué. On préférera des personnages avec insaisissable et plus de l'or. Le Prince Philippe. Alors Prince Philippe, il faut quand même la regarder maintenant parce que vous allez voir tout à l'heure qu'il y a une petite altère intéressante, hein, n'est-ce pas? Pour 3 ancrables, 1-3, 2 de l'or avec soutien. Et en petit bonus, quand un de vos personnages est choisi en tant que cible pour un soutien, il gagne résistance plus 1 jusqu'à la fin de ce tour. C'est tellement dommage que c'est jusqu'à la fin de ce tour. Alors certes, donner résistance 1 au personnage à qui on donne soutien, ça permet de faire en sorte qu'il puisse faire des défis sur les personnages adverses tout en restant tranquille, tout en restant en vie.
Mais le problème, bah, c'est tout simplement que le prince Philippe, 1-3, 2 de l'or, c'est pas des mauvaises stats. Le support, enfin le soutien de ce prince Philippe là, c'est que 1 de force, donc c'est pas ouf. Il faut jouer 12 soutiens, donc peut-être dans un décalice. Le problème, c'est que la plupart du temps, les personnages qui font soutien sur soutien sur soutien, et bah, ils vont faire du lore. Donc je sais pas si jamais ça va être si rentable que ça. À voir. Dans une couleur qui a tendance à manquer un peu de punch, ça peut être intéressant quand même d'avoir des bonus sur du soutien. Mais je pense qu'on préférait avoir des personnages avec des gros soutiens. En parlant de personnages avec des gros soutiens, il y en a un qui est un peu plus intéressant. Mickey Mouse, le leader de la bande, pour 4 en crabe, le chef d'orchestre même, 2-5, 1 de l'or. C'est pas des stats folles, il a soutien, et quand on joue ce personnage, on peut donner soutien à un autre personnage. Alors, un peu comme pour le prince Philippe juste avant, le problème c'est que bon, soutien avec 2 d'attaque, c'est pas incroyable. Donner soutien à un autre personnage, ça peut être cool. Le problème, c'est qu'il arrive tour 4 et bah, les personnages d'avant, en général, ils n'ont pas des masses d'attaque. Et même de manière plus générale, en Ambre, on n'a pas des masses d'attaque. Donc il faudrait d'autres personnages à côté qui ont un peu de punch, qui pourraient donner leur puissance, entre guillemets, à des personnages plus intéressants, qui auraient beaucoup de vie et peu d'attaque. Comme ça rentabilise un peu le fait qu'ils aient beaucoup de vie. Mais là, tel quel, franchement, je ne pense pas qu'il sera joué, même si jamais c'est une capa intéressante, c'est pas assez fort pour rentrer dans les decks, selon moi. Attention quand même, on commence à avoir de plus en plus de soutien. En jaune et en bleu, plus il y a de cartes comme le prince Philippe qui vont donner des capacités sur le soutien, peut-être qu'au bout d'un moment, un jour, ça va devenir super intéressant. Ursula, pour 2, 1-4, 1 de l'or, Méloman 4. Au revoir Sébastien, on t'aimait bien, tu n'as jamais été joué malheureusement. Au revoir aussi Bianca, hein, parce que bon, c'est plus ou moins les mêmes stats, même si c'est pas tout à fait pareil. Mais Ursula a l'avantage immense d'avoir une alter extrêmement puissante derrière. Donc clairement, si on doit jouer un Méloman 4 qui arrive au tour 2, on joue Ursula dorénavant. D'autant plus qu'avec 4 points de vie, elle a de grandes chances à résister à beaucoup de choses en face. Donc c'est une carte de choix pour chanter des chansons et être alter derrière. Carte plutôt intéressante pour le coup. Fali, bah pour 1, la fameuse 1-3 enfin en bleu, je crois pas qu'il y en avait encore. Donc bah voilà, on a un 3 pour 1 en bleu. Est-ce que ça sera joué? Je sais pas, je pense pas. Parce que, bon tu me diras si, peut-être en bleu-rouge, et encore je pense qu'on préfère une 2-2 en bleu-rouge à côté des glaces à l'eau. On verra, mais je pense pas que ça sera joué, malheureusement. En bleu, vu qu'on a tendance à faire du ramp, bah jouer des cartes à 1, c'est pas très efficace. Hades, pour 4, 3-6, 1 de l'or, bah je le trouve particulièrement pas ouf, parce que pour 1 de plus, on a la reine qui a 3 de l'or. Donc bah non, Hades là tel quel, je trouve pas ses stats bonnes, je trouve pas ses capacités bonnes, enfin il y a pas de capacité, il n'y a pas de l'or. Donc franchement, bah je vois pas pourquoi on le jouerait, voilà. Lumière, pour 2-2-2, 1 de l'or, mais tous vos autres personnages ont plus un attaque. Ça c'est très intéressant, parce que ça peut permettre de donner le tout petit peu d'attaque qui manque à plein de personnages pour faire des trucs cool. Maui pourrait commencer à taper tout seul des lieux à 7 de vie, par exemple. Plein mal de personnages qui étaient jusqu'à 3 d'attaque pourraient monter à 4 et avoir des bonus intéressants via d'autres personnages comme Li Shang, des trucs comme ça. On a vraiment une mécanique basée sur l'augmentation d'attaque des personnages et des bonus associés à cette attaque en rouge. Et je trouve cette mécanique vachement intéressante. Ça peut faire des trucs très sympas. Ça peut permettre non seulement évidemment de gérer très facilement les personnages adverses, mais vu qu'on a des capacités qui tournent autour du fait d'avoir beaucoup d'attaques, ça peut donner des trucs vachement cool. Donc, clairement, ce genre de carte comme lumière, ça, j'aime beaucoup. Ça peut vraiment créer des dégâts à part. Mickey Mouse, les mousquetaires sont de retour et ils vont nous jouer un mauvais tour avec ce Mickey Mouse, le capitaine des mousquetaires. 7 non ancrables, ça pique un peu, mais il a un shift 5 et des Mickey en jaune, on en a. Des Mickey en gris, on en a. Bref, on a des Mickey un peu partout. Et justement, 3-6 de l'or, déjà c'est très intéressant, c'est relativement les stats de Robin des Bois. Sauf qu'ici, on a un personnage rempart, on a un personnage avec soutien, et là, soutien entre l'attaque, ça commence à être intéressant. Mais surtout, quand vous jouez ce personnage, si vous avez utilisé Alter pour le mettre en jeu, vous piochez une carte pour chaque personnage avec rempart que vous avez en jeu. Tous les mousquetaires quasiment ont rempart, donc déjà c'est super intéressant à ce niveau-là. Mais en plus de ça, si vous jouez d'autres personnages rempart, des petits Simba, des trucs et tout, ça peut faire des mains énormes si vous arrivez à les garder en vie. Donc, je pense vraiment que c'est une bonne carte, et je pense vraiment qu'avec ce genre d'effet, enfin, qui rajoute un peu de pioche en jaune-gris, en plus d'avoir des mousquetaires, on peut peut-être avoir assez de pioche pour tenir sur la longueur, et jouer des personnages remparts avec Petit Jean, pour pouvoir faire des trucs très intéressants. J'ai hâte de voir ce que vont donner les decks remparts mousquetaires au chapitre 4, mais franchement, il y a vraiment un truc à faire.
Nous avons Argès pour 2, 4-1, 1 de l'or. Bon, bah 4-1, je vois pas trop l'intérêt en fait. Bon, c'est toujours... D'un côté, c'est plus intéressant que Gaston qui est 4-2 et combattant. Parce qu'il aura plus ou moins le même rôle, sauf que tu pourras choisir quand c'est qu'il attaque. Ouais. Bon, en vrai, je pense qu'on a autre chose à jouer en gris que un truc qui tape à 4, qui sort de gérer un personnage en face. Mais en fait, des personnages qui gèrent des personnages en face pour 2, en gris, il y en a plein d'autres. Surtout à ce moment-là du jeu. Donc bon, pas super fan, on va dire. Après, c'est un titan. Et on sait que les titans, il peut y avoir des trucs sympas avec. Donc bon, à voir. Le fou. Pour 3, 2-3, 1 de l'or, et durant votre tour, vous pouvez jouer ce personnage gratuitement si un personnage adverse a été banni durant ce tour. Alors, c'est une capacité super intéressante pour avoir vraiment un maximum de tempo, c'est-à-dire que si vous arrivez à bannir un personnage, vous pouvez jouer ça gratos, donc même tour 2, vous pouvez avoir votre le fou, si vous arrivez à bannir votre personnage adverse. Le problème que j'ai avec le fou, c'est qu'il a qu'un de l'or. Donc c'est juste une 2-3, c'est un dos nul. C'est un dos nul qui rentre en jeu gratuitement. Et si vous le mettez pas en jeu gratuitement, il coûte plus cher que de nul. Autant vous dire que je suis pas fan de cette carte du tout, que évidemment c'est pas ouf. S'il avait de l'or, franchement ça aurait été intéressant, peut-être pour essayer de faire du rush en début de partie en tapant un personnage adverse. Là tel quel, ça ne sert à rien. La harpe dorée, pour 1, une 1-4, 2 de l'or. Mais c'est incroyable, dis donc, comme statistique. Mais qu'est-ce qu'il y a comme malus? Et bien, à la fin de votre tour, si vous n'avez pas joué une chanson ce tour-ci, vous devez bannir ce personnage. Donc c'est une carte qui coûte que 1, mais qui ne sera pas jouée tour 1. Parce que si vous la jouez tour 1, vous n'aurez pas joué de chanson, et elle sera bannie. Donc c'est une carte qui coûte 1, qui arrive plus tard, dont le but est tout simplement d'avoir 4 de vie et 2 de l'or. Voilà. Elle ne pourra pas chanter elle-même, vu qu'elle a que 1, il y a très peu de chansons qui sont chantables, donc c'est pas vraiment le but. Le but, c'est vraiment, dans des decks genre Steel Song, d'avoir un personnage à 2 de l'or pas cher pour essayer de faire des points rapidement. Le problème, c'est dans ce genre de deck, on n'est pas forcément là pour essayer de faire du rush. Donc je ne pense pas, malheureusement, que la harpe dorée sera jouée de mon côté. Le dernier espoir, c'est lui, même s'il n'est pas prêt pour l'Olympia. Pour 3 non ancrables, une chanson qui permet de donner résistance plus 2 à un personnage qu'au début de votre prochain tour. Encore une fois, les résistances qui sont jusqu'au début du prochain tour, c'est super intéressant parce que vous l'avez quand vous tapez, mais vous l'avez aussi si vous faites taper dessus. Et en plus de ça, si vous choisissez un héros, il peut aussi attaquer des personnages redressés. Et ça, c'est une capacité, encore une fois, qui est intéressante. On l'avait déjà en événement dans un chapitre précédent, je ne sais plus si c'est le 2 ou 3. Et donc, évidemment, c'était pas très joué parce que c'était que ça. Mais là, avec résistance en plus et le fait que ce soit une chanson, est-ce qu'en style song, on va pas essayer peut-être de la jouer? Ça peut être intéressant. On a quelques héros qui traînent. Si on joue ça dans des decks Hercule, évidemment, ça peut être super efficace parce que pas mal de Hercule ont déjà résistance de base et en plus sont remparts, donc ça peut être très pratique aussi d'avoir des remparts avec résistance. À voir. Il y a un potentiel pour cette carte, je sais pas si ça rentrera dans les decks, mais il faut voir. Peut-être dans les mousquetaires. Peut-être. On continue avec l'arc impérial. Pour 2, c'est un objet. On peut payer 1 et l'incliner pour donner à un héros seulement, offensif 2, et insaisissable ce tour. Donc le but c'est clairement de transformer votre personnage en un chasseur d'insaisissable adverse. Ça aurait pu être intéressant dans une autre couleur que gris qui de base a des dégâts directs pour gérer les insaisissables. On aurait mis ça en rouge par exemple, ça aurait été super intéressant, même si eux-mêmes ont des bons insaisissables, ça aurait pu être sympa, en bleu aussi par exemple, surtout un objet comme ça en bleu ça aurait été même vraiment cool. Là tel quel, malheureusement je n'y crois pas, on a déjà des solutions pour gérer les objets, pour gérer les insaisissables en gris. Je vois pas dans quel univers on jouerait cet arc impérial pour avoir plus d'attaques, enfin insaisissable. Franchement, non. Il n'y a pas assez d'intérêt, je pense. Augustin Madrigal pour 1, une 2-2-1 de l'or qui a le petit bonus aide Madrigal. Donc si jamais il y a des effets qui jouent sur les Madrigal, ça peut être sympa. On sait déjà qu'il y a Isabella. Maintenant, il faudra qu'il y ait quand même un peu d'autre chose parce que pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est Alma. Et Alma, c'est pas Augustin Madrigal que tu vas aller chercher avec. Hein, wink wink. Non, attendez, il y a Isabella, mais non, je pense à une autre. Ah, je sais plus les noms. Bref, vous avez l'idée. Mais donc, Augustin Madrigal pour 1-2-2, bah écoutez, je pense quand même que Stitch sera plus joué parce que Stitch est un alter. Ça se résume à ça. Les balais magiques. Les balais magiques pour 3 en violet, 2-4-1 de l'or. Les balais qui réussissent à être moins bons que Madame de Garde-Robe, cette fameuse carte du chapitre 1. Donc non, ils ne seront pas joués. Même en deck balai, ils ne seront pas joués. On a mieux à rentrer dans des decks balais. Parce qu'on va rentrer plein de balais, mais aussi d'autres choses dans les decks balais. Et bah ça c'est typiquement un balai qu'on ne rentrera pas. Parce qu'il ne sert pas du tout.
Vous avez remarqué, je vais un peu vite. Hein. Aujourd'hui, c'est la vidéo du rush. Hein. En même temps, il y a plein de cartes, on n'a pas grand chose à dire. Et j'essaie d'aller vite parce que je suis vraiment en PLS total. Donc voilà, on va quand même essayer de faire les choses bien. Nouvel événement pour nouvelle action pour un glané. Choisissez un objet et bannissez-le. Son propriétaire gagne 2 éclats de l'or. Très intéressant. Non seulement c'est de la gestion d'objets en bleu, et donc c'est cool parce que pour l'instant en gris on en a de la très bonne, en vert on en a de la très bonne, et en bleu on avait juste jeudi hops. Là on a une gestion d'objets, certes conditionnelle, conditionnelle. Certes on donne 2 de l'or à l'adversaire, donc ça peut être dangereux face à des deck rush, mais les deck rush ne jouent pas beaucoup d'objets en général. Et d'autres couleurs qui pourraient jouer des objets et qu'on voudrait pouvoir gérer, là on a une très bonne gestion. 2 éclats de l'or, si on joue contre des decks contrôle, ça peut ne pas être gênant de lui enlever ses objets pour pouvoir derrière être tranquille. Ça peut être une bonne carte en cas de match miroir. Et de manière générale, ça peut aussi vous faire gagner en détruisant vos propres objets en bleu pour gagner du lore. Vous allez voir qu'il y a une autre mécanique, voilà, on va détruire les objets en bleu pour faire du lore, et ça peut être très intéressant en vrai de jouer plein d'objets pour faire du lore derrière. Pourquoi pas? Le problème de cette carte, c'est qu'elle pioche pas. Mais bon, on va pas demander de péter des objets, de faire du lore, et en plus de piocher. Pas déconner. 6 sous, alors très intéressante 6 sous. Pour 8, 6 sous sont responsables, 5, 4, 3 de l'or. Elle est alter 6, et lorsque vous jouez ce personnage, bannissez tous les personnages adverses ayant 2 d'attaque ou moins. Excellente carte contre les deck rush, qui vont d'un coup voir leur board se faire ratiboiser. Excellente carte de manière générale contre le bleu ou le jaune qui ont des personnages avec peu d'attaque. Excellente carte si vous la jouez en combinaison avec Kida ou alors avec Lost in the Woods. Parce que ça baissera l'attaque des personnages adverses et donc ça pourra raser le board adverse. Parce que c'est que les adversaires qui sont bannis. Attention. Donc, potentiellement, si vous avez un personnage qui peut chanter Lost in the Woods, vous le chantez. Et d'ailleurs, vous jouez 6 sous en alter, ou pas, et vous rasez le board adverse. Ça peut être très efficace. Et d'ailleurs, vous avez une 5-4-3 de l'or, ce qui n'est pas une carte si simple à gérer que ça. Maintenant, les défauts. C'est 8 non ancrable, c'est très cher, c'est pas simple à jouer, il faut la jouer en alter 6 idéalement. On a 2 6 sous dans le jeu pour l'instant, on en a une en rouge qui est incroyable, qu'on avait déjà vu, hein. Celle qui a plus d'attaque selon, je sais plus trop quoi, selon le nombre de cartes en main. Non, si, non, je sais plus. Petit instant recherche dans mes cartes d'Ibidibidou. Je crois que c'était dans la 3ème vidéo, non, c'était dans la 4ème vidéo, non plus, c'était dans la 2ème vidéo, non plus, c'était où? Première vidéo? Ok, bon, je l'ai perdu. Bon, je vais pas vous embêter. On sait qu'elle gagne plus d'attaque et on sait que de manière générale, c'était une très très bonne carte qui faisait un très bon taf. Et justement, c'est surprenant de voir une 6 sous qui, pour une fois, paraissait super intéressante. Ça y est, je l'ai trouvé, c'est dans la 2ème vidéo. Et voilà, c'était bien pour chaque carte dans la main adverse, c'est bien ce qui me semblait. Mais sauf que c'était 3 ancrables, un 4 de base, et avec en plus 2 de l'or. Donc vraiment, la carte, elle était incroyable. Donc ça peut être une très bonne carte justement pour alter cette 6 sous derrière, parce que l'autre 6 sous est en bleu, elle est pas mauvaise en plus, mais elle est pas très jouée pour le moment, et en plus je crois qu'elle est non ancrable. Donc, pas ouf. Là en rouge on a une très bonne 6 sous à poser par dessus, donc ça peut être très intéressant. Honnêtement, moi je pense que c'est une bonne carte, je pense qu'elle peut avoir sa place dans les decks, mais il faut jouer autour. Donc c'est pas une carte qui va juste rentrer simplement dans un deck existant, donc sa place va être plus dure à faire, parce qu'il faut trouver des decks qui jouent autour, mais des choses à faire, très clairement. Parce qu'on commence quand même à avoir pas mal de cartes qui disent que les personnages qui ont 2 d'attaque ou moins ont des malus. Donc les malus de force en jaune vont commencer à être très intéressants à jouer. Pour 4, il casse en 2 comme je veux. Alors vraiment, c'est les métaux précieux cassent en 2 comme je veux. Mais non, je pense qu'ils ont raccourci pour faire la carte trop longue. Une chanson pour 4 qui dit on bannit tous les objets. Et évidemment, ça va être en gris la couleur de gestion d'objets de base. Même si en vert, maintenant, il y en a de la excellente, on rappelle. Là, tel quel, on bannit tous les objets, donc excellente carte pour gérer le bleu de manière générale, comme ça d'un coup il n'y a plus d'objets, d'un coup vous êtes tranquille. Tamatoa déteste évidemment cette carte, mais en dehors de ça, je ne pense même pas que ça va être joué en vrai, parce que ça bannit que les objets. C'est une chanson, ça coûte 4, ça c'est un avantage certes, mais c'est très situationnel. Et je pense qu'on préférera avoir libéré les titans, qui permet de bannir un seul objet ou un lieu, plutôt que de jouer il casque en deux comme je le veux. Donc c'est pas inintéressant, mais c'est vraiment trop situationnel. Si un jour il y a un side deck dans l'Orcana, peut-être ce serait une excellente carte de side deck. Tuk-Tuk pour 3, 2-3, insaisissable avec 1 de l'or. Et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez le déplacer lui et un de vos autres personnages au même lieu gratuitement. Et cet autre personnage gagne plus d'attaque ce tour. Cette carte est incroyable avec le Snuggly Duckling. Parce que le Snuggly Duckling, vous le jouez tour 2,
vous avez un tour 1 avant, bah avec Tuk Tuk, vous déplacez Tuk Tuk plus un autre personnage dans le Sneak Dealing, et cet autre personnage, qui rentre dedans gratuitement aussi, avec son plus 2 d'attaque, il y a moyen qu'il monte à 4 d'attaque et qu'il puisse attaquer un personnage en face, et que du coup il fasse 3 de l'or. Donc il y a une combo assez intéressante là-dedans, surtout que d'ailleurs Tuk Tuk il reste dans le Sneak Dealing, il a insaisissable, et du coup il n'est pas simple à gérer. Il ne pourra pas taper ce tour-ci, mais il pourra peut-être le faire au prochain tour. Donc il y a des combos intéressantes à faire avec Tuk Tuk. Ça peut être intéressant aussi si on a des lieux qui coûtent cher pour rentrer dans le général, mais bon, je pensais au RLS héritage, mais bah, c'est déjà gratos. Autre chose intéressante quand même, c'est que Tuk Tuk peut permettre de mettre un autre personnage et lui-même dans le Jolly Roger, et du coup de gagner une charge pour ces deux personnages, et donc d'essayer de faire des choses intéressantes. Ça peut être sympa potentiellement. Surtout que le personnage gagne plus d'attaque. Encore une fois, rien que ça, c'est intéressant aussi. Mrs. Potts, on a enfin une carte Mrs. Potts. Ça fait tellement longtemps qu'on a des cartes La Belle et la Bête et qu'on a toute la clique des personnages, mais pas Mrs. Potts. Ça manquait quand même. Pour 4, 3-4, 2 de l'or, c'est les stats de Maléfique, la nulle, mais avec une capacité, donc c'est beaucoup mieux. Quand vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage qui s'appelle Lumière ou Big Ben en jeu, vous pouvez piocher une carte. Et autant Lumière, bon on a vu le Lumière qui fait plus un attaque en rouge, mais je sais pas si ça irait bien avec cette carte là, je suis pas forcément sûr que le Lumière plus un attaque ira bien en rouge-violet. Par contre, Big Ben en bleu-violet, peut-être que ça peut être intéressant, parce que Big Ben, son gros avantage par rapport à Lumière, c'est tout simplement qu'il est hors d'atteinte, le Big Ben Alter. Et du coup, c'est plus facile pour lui de rester en jeu, et d'être là quand Mrs. Potts arrive pour piocher une carte. Donc, petit intérêt. C'est quand même très particulier, comme de l'autre couleur. Ça se joue en ce moment, hein, mais c'est quand même très particulier. Et peut-être que ce ne sera pas si fort que ça, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. À voir si ça vaut le coup derrière, à la longue. Triton. Oh là là. Alors, les tritons. On va en parler. Hein. Pour 3, 3-3. Non ancrable, Dieu merci, parce qu'il peut bannir un de vos objets en s'inclinant pour gagner 3 de l'or. Vous trouviez vraiment que bleu-rouge ça allait trop lentement? Vous inquiétez pas, ça va pouvoir aller beaucoup plus vite. On va peut-être pouvoir enlever les Tamatoa des decks parce qu'on va vouloir enlever les glaces à l'eau et les trucs dans le genre avec les tons pour gagner du lore et aller hyper vite. Donc, fort heureusement, il s'incline pour le faire et c'est seulement une 3-3 donc il sera gérable. Mais c'est clairement une carte qui peut faire gagner des parties en fin de tour. Parce que les combos à base de Belle et Lucky Dime, on en a déjà vu, y compris en tournoi, hein, rappelez-vous, sur cette chaîne, on en a vu, on a commenté avec Romual. Mais si jamais derrière, en plus, il y a un Triton en jeu qui peut encore bannir le sous-fétiche derrière pour gagner 3 de l'or et essayer de finir la partie avec, vraiment, ça peut monter à une vitesse incroyable. Donc avec les glanés et les trucs avant comme ça, on commence à avoir une mécanique en bleu où on peut bannir des objets pour gagner du lore. Peut-être qu'il y a des choses à faire vraiment à ce niveau-là. Peut-être que le fameux deck full objet, où on met plein d'objets en jeu, pas cher, pour ensuite les bannir avec nos tritons, avec nos glanés, et trucs comme ça, et du coup bah faire des points, les bannir avec Cleversham pour piocher des cartes, il y a peut-être un truc à faire pour de vrai, il y a peut-être quelque chose de très intéressant à découvrir dans ce sens-là. Donc je suis très curieux de voir ça. Peut-être enfin le deck bleu-vert objet, avec les glaces à l'eau et les Inkcaster qui se remplacent en piochant une carte, les Inkcaster qui permettent de jouer plein de cartes non ancrables comme Triton et tout pour pouvoir être tranquille. Et derrière, vous jouez donc plein d'autres objets pas chers et vous les bannissez à foison avec vos cartes bleues pour gérer. À réfléchir. Megara pour 5, 4-4, 2 de l'or avec hors d'atteinte. Et quand vous jouez un personnage qui s'appelle Hercule, vous pouvez redresser Megara. Alors clairement une carte faite pour faire du vert gris, parce que des Hercules en gris, il y en a foison. Mais en même temps, bah, bien que c'est très intéressant de pouvoir la redresser et de la renvoyer à l'aventure derrière, déjà parce que ça interdit pas, déjà ça c'est plutôt cool. Le problème, c'est qu'en vert gris, bah, soit on joue des fausses, soit on joue du gars direct, mais on va pas jouer Hercule Megara quoi. Et bien qu'on ait même encore Pégase à côté et qu'on peut vraiment faire un deck à thème Hercule assez cool, je pense que c'est pas suffisant. Donc là tel quel, bah, j'ai un peu de mal à imaginer comment tourner ce deck, j'avoue. Parce que le perso est pas inintéressant, je veux dire, pour 5, 4-4, 2 de l'or et hors d'atteinte de base, c'est plutôt cool. Mais on lui préférera clairement Cusco par exemple, qui aura des meilleures stats et de meilleures capacités, bien que non ancrable. Donc, à voir. Là tel quel, je suis pas vraiment convaincu par Megara, même si j'aime beaucoup, encore une fois, le fait d'avoir des potentiels decks à thème qui pourraient fonctionner. Cendrillon pour 5, 1-5. Mélomane 9. Cendrillon chante la quasi-totalité des chansons du jeu à elle toute seule, à part celle à 10. Et heureusement qu'elle chante pas la chanson à 10 en violette,
la seconde étoile, hein, toute seule, ce serait vraiment trop craqué. Mais là, tel quel, elle peut le chanter avec juste un personnage à 1 et dès le tour 6. C'est vraiment fort. Et en plus de ça, elle se permet d'avoir une capacité trop cool. Parce que quand ce personnage chante une chanson, toutes vos autres princesses ont plus 1 de l'or ce tour-ci. Et autant des trucs comme Vaiana, c'est pas ouf encore une fois parce que c'est très particulier à mettre en place. Là, bah pourquoi pas en fait, on s'en moque de redresser les autres princesses, elles ont plus 1 de l'or donc elles peuvent toutes partir à l'aventure et faire énormément de points. Et ça tombe bien, des princesses en jaune de base qui chantent, on en a déjà un paquet, des princesses mélomanes qui font des trucs cool. Je pense vraiment que Cendrillon, ça peut être une très bonne carte en jaune-violet ou en jaune-gris. Des couleurs comme ça où on a pas mal de bonnes chansons et on peut faire des trucs intéressants. Peut-être un bon ajout, justement, pour les fameux decks, comment ça s'appelle, Steelsong. Le défaut de cette Cendrillon, quand même, c'est qu'elle n'a pas alter, donc elle ne peut pas chanter le tour où elle arrive en jeu. Donc attention. Après, elle coûte que 5 pour chanter des chansons à 9. C'est vraiment incroyable. Et évidemment, vous pouvez vous amuser à chanter. Soyez prête avec cette carte, même si ça a peu d'intérêt vu que vous donnerez des bonus à vos princesses dans le vent. Mais clairement, on a des très bonnes légendaires dans cette. Le prince Eric, pour 3-3-3 rempart, bon, bah c'est l'équivalent d'Hercule qui était présent déjà en acier depuis le chapitre 1, mais maintenant en ambre. Bon, bah on préférera, je pense, Simba qui coûte 1 de moins la plupart du temps. Voilà, ça se résume à ça, malheureusement. Après, il a le très héros, on sait jamais. On a plutôt pour 5, 4, 5 de l'or, et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez retirer jusqu'à 3 jetons de dommage d'un de vos personnages. Grâce au petit Lego, vous voyez que c'est bien une carte des cartes sur table, et qui a pu avoir 3 cartes à disséquer, donc je vous conseille d'aller voir leur vidéo, bien évidemment, pour avoir leur avis sur ces cartes-là. La vidéo sera en description de ma propre vidéo, et du coup, bah pour 5, 4, 5 de l'or, c'est pas inintéressant. Le problème, c'est que la capacité de soin, elle, est un peu bancale. Le soin en général, c'est pas forcément ouf dans leur cana. Et alors que mon chat commence à s'exciter, je vais devoir continuer cette vidéo. Si vous entendez miaulement, tout va bien, c'est normal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, pour 1 de moins, on préférera jouer réponse la plupart du temps, qui va faire le même effet de soin, avoir juste 3 d'attaque de moins, mais qui va faire piocher jusqu'à 3 cartes. Donc clairement, plutôt, il est rigolo, mais réponse vraiment sera bien plus intéressante dans un rôle très similaire. On continue avec Mickey Mouse, porte-étendard, pour 2, 1, 3. Quand vous jouez ce personnage, on peut choisir un personnage qui gagne offensif 2 pour le reste de ce tour. Alors, ça peut être intéressant, mais il faut être deuxième joueur. Parce qu'en fait, si vous êtes premier joueur, à votre tour 2, vous n'avez rien à attaquer en face. Il n'y a que le personnage à 1 d'en face potentiellement qui est encore debout. Donc pour jouer ce Mickey Mouse, je pense qu'il faut être deuxième joueur, donc on va pouvoir l'utiliser efficacement que la moitié du temps, et encore que la moitié du temps si jamais l'adversaire a incliné son personnage à 1. Bon, ça commence, et que vous avez encore vous-même un personnage à 1. C'est trop conditionnel. C'est trop conditionnel, malheureusement, ce Mickey Mouse, je ne pense pas qu'il sera joué, même si jamais c'est un Mickey sur lequel on peut alter d'autres Mickey derrière, je pense que ce n'est pas assez bon pour être envisagé. Pour la carte numéro 29, si je ne me trompe pas, le Prince Philippe. Et celle-là, par contre, elle est ultra intéressante. Ça coûte 9, ça coûte hyper cher. Hein. C'est l'équivalent d'une Maléfique Dragon en termes de coût. Rendez-vous compte, ça coûte 9. 6, 6, 3 de l'or, des stats incroyables, quand même. Très bonne stat. D'autant plus qu'il est insaisissable. C'est un insaisissable 3 de l'or qui résiste à corps soudain sur 22. Attention, rien que pour ça, il est super fort. Il a un alter 6. Et on l'a vu dans les vidéos précédentes qu'il y avait un petit Philippe à peu près au quai tiers, parce qu'en fait il avait des stats pas folles, une capacité sur les héros, mais ça peut permettre d'avoir un Philippe à alter. Après l'autre Philippe qu'il y a dans le jeu pour l'instant, c'est juste le Philippe en ambre qui est vraiment pas ouf, donc faut voir si vraiment on va le jouer en alter. Mais si on arrive à le jouer en alter, c'est incroyable, parce que quand on joue ce personnage, on bannit tous les personnages adverses qui ont moins un jeton de dégâts. Ça veut dire qu'au tour 4, vous pouvez jouer votre prince Philippe en émeraude, non crabe certes, mais vous pouvez le jouer. Au tour 5, balancez, enfin vraiment vous le jouez direct, tuons la bête. Et le tour 6, vous faites alter sur Prince Philippe et vous bannissez tout le board adverse. C'est super abusé. Vraiment, une carte qui va demander des setups, une carte qui va être incroyable en vert gris dégâts directs, parce que même sans tuant la bête, vous pouvez vous débrouiller pour mettre des dégâts en face et essayer de profiter de Prince Philippe. Il va falloir trouver des solutions pour le jouer, donc il va falloir bien garder vivement les Princes Philippe qui coûtent 4 pour essayer d'alter celui-là rapidement, mais ça va être une menace de ouf pour le board adverse, parce que si vous commencez à mettre des dégâts sur les personnages adverses et qu'ils ne les soignent pas, vous pouvez bannir tout un board d'un coup, et ça fait des changements radicaux dans une partie. Et encore une fois, 6-6 insaisissable, 3 de l'or, c'est des stats de psychopathe. Vraiment, c'est des stats trop fortes.
Donc, clairement, une super rare qui n'usurpe pas sa réputation, elle est vraiment ultra intéressante. Pour 4, on continue avec la carte numéro 30, le chef transformé Poil du Château. Donc pour 4, 3-3 de l'or. Et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le retirer jusqu'à 2 jetons de dégâts. Encore une fois, dans la même ordre d'idée, quitte à jouer des personnages qui soignent, réponse est 1000 fois mieux parce qu'elle a des stats à peu près équivalentes, soigne plus et fait piocher. C'est vraiment le problème de tous les personnages qui font du soin, c'est que depuis qu'il y a réponse, pourquoi tu voudrais jouer d'autres personnages qu'elle pour soigner? Et je sais que oui, on pourrait faire des decks soins en jaune bleu grand papi, mais ça revient au même, vous jouerez réponse et pas celui-là parce qu'on n'a pas de la place pour 1 milliard de personnages qui font des soins directs. D'autant plus qu'en bleu, si on veut vraiment faire du soin, on a des trucs comme la marmite de Gumbo, des trucs comme ça qui peuvent faire du soin de manière plutôt viable à long terme et qui en plus peuvent comboter avec les cartes bleues. Donc clairement, cette carte-là ne sera pas jouée, je pense. Ce bon vieux Pégase pour 2, 3, 1, insaisissable, et bien c'est de bonnes stats en vrai. Et en plus, ça peut faire un nouvel alter, encore une fois, pour le Pégase alter qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Vert rouge, encore une fois, des decks insaisissables qui peuvent commencer à ne pas déconner du tout. Et derrière, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a la même stat que Triste Cire, et autant au début, je trouvais que c'était pas fou d'avoir 3, 1 insaisissable, mais en fait, ça reste un insaisissable pour 1, enfin pour 2. Donc, si jamais on trouve que la fée bleue, c'est trop embêtant parce qu'elle est insaisissable et que du coup, elle va faire des points toute seule, en fait, Pégase, c'est la même chose. Sauf que d'ailleurs, si on veut lui taper dessus, le personnage qui va lui taper dessus, déjà, il faut qu'il soit insaisissable et qu'en plus, il va prendre 3, ce qui est beaucoup pour les personnages insaisissables qui ont souvent peu de points de vie. Donc, clairement, ce Pégase, je le trouve très sympa. Donc, à voir s'il sera joué, mais il a du potentiel. Et enfin, voilà, alors celle-là, le Triton, pour 9, ancrable, ce qui est un gros bonus pour les cartes à 9 bien sûr, 7, 9, 3 de l'or, mais c'est statistique encore une fois, c'est ouf. Alter 6, donc le Triton à 3 qui bannit les objets là, hein, ça va très bien avec. Et en plus, les personnages, vraiment cette capa elle est fumée, les personnages adverses ont moins 1 d'attaque pour chaque lieu que vous avez en jeu. Je trouve que cette carte est incroyablement forte, je pense que cette carte à elle seule va créer des decks. Vraiment, je pense que là, maintenant, en voyant cette carte, il y a des joueurs qui vont jouer des decks bleus lieu. C'est incroyable comme capacité. Rendez-vous compte que ce personnage-là met moins 1 d'attaque à l'adversaire, mais rendez-vous compte, les personnages dans le jeu, il y en a plein qui ne dépassent pas 2 ou 3 d'attaque. Si vous avez 2 lieux en jeu, ils peuvent taper qu'un 1. Et ce perso, il a 9 points de vie. Parce qu'ils n'ont pas juste moins 1 d'attaque pour attaquer les lieux, ils ont moins 1 d'attaque tout court. Donc non seulement toutes les fameuses cartes là qui s'amusent à faire des trucs sur les boards adverses, c'est méga fort. Genre vous jouez bleu-rouge, vous jouez Triton, des lieux et Sissou, c'est game over. L'adversaire, il y a 2 lieux Triton, il pose un board, il y a Sissou qui arrive, c'est game over, c'est fini. En plus vous jouez des lieux, vous jouez quoi? Vous jouez les manoirs de Picsou qui ont 9 de vie et 2 de l'or. Mais 9 de vie en mettant moins 1 d'attaque à l'adversaire, mais vous vous rendez compte comme c'est fumé? C'est vraiment ultra balèze comme capacité. Et cette carte là, c'est une purge pour s'en débarrasser. Je suis désolé, ma voix elle tient pas, mais c'est une purge pour s'en débarrasser. 7-9, des statistiques horribles. Et derrière, vraiment, et à part un Soyez prête ou une Trémène bien placée, c'est trop chaud. Ou alors on va peut-être commencer, en effet, à jouer les fameuses cartes en jaune qui bannissent les personnages qui ont 5 d'attaque au plus. Parce que là, tel quel, j'imagine un Triton qui arrive en gris, c'est game over. Gris-violet, il y a Triton en jeu, c'est game over. Vos personnages qui ont 3 d'attaque pour la moyenne, ils tombent à 2 ou 1 à force des lieux, mais même peut-être encore moins, ils peuvent tomber à 0 s'il y a 3 lieux en jeu. Des lieux qui vont faire du lore et tout, vraiment, c'est mort. Donc, trop fort, beaucoup trop fort. Vraiment, ce Triton, il est incroyable. Je vois pas dans quel monde il n'y a pas des decks qui tournent avec lui. Alors peut-être que je me plante, et peut-être qu'en fait, ça ne tourne pas assez parce qu'il n'y aura pas assez de lieux, blablabla, j'en sais rien. Mais clairement, vous jouez Triton avec des decks avec plein de lieux, vous jouez du ramp pour monter à 9 de l'or, vous jouez ça en bleu-rouge habituellement, voilà. Et d'ailleurs, vous jouez des trucs du genre Motonui, le manoir de Picsou, et puis Agrabah, et vous avez plein de lieux à 2 de l'or avec plein de points de vie, et les personnages en face, ils peuvent pas les bannir. Vraiment, c'est du snowball de ouf. Plus vous jouez de lieux, plus ils sont safe, plus vous faites dehors. Alléluia. Donc vivement la carte qui bannit tous les lieux du jeu, parce que clairement, Triton, il va faire un taf de malade mental, c'est sûr et certain. Carte incroyable. Et la dernière de ce lot, la numéro 33, un petit Pascal. Pour 3 ancrables, une 3-3 avec 1 de l'or. Quand vous jouez ce personnage, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre deck et vous les remettez dans n'importe quel ordre. Bon, malheureusement on n'en pioche pas, donc c'est un Pascal qui 3-3, 1 de l'or, en gros,
Normalement, il devrait être 3-4 de l'or en termes de stats et il perd 1 point de vie pour faire l'effet un peu de réflexion, une chanson à 1 en violet qu'on ne joue jamais. Bon, malheureusement, je trouve ça vraiment pas assez ouf. Après, attention, parce qu'il y avait une réponse qui jouait sur le fait que s'il y a un Pascal en jeu, elle a un bonus, peut-être que ça peut être intéressant de la jouer avec, mais là, tel quel, honnêtement, je pense pas que ça va faire grand-chose. Je n'y crois pas des masses. Et donc voilà, cette vidéo qui sera pas trop longue parce que j'ai un peu rushé, j'avoue, les cartes qui étaient moins intéressantes, là où d'habitude j'essaie vraiment d'en trouver des choses à dire, une utilité. En plus je vois que mon fond vert depuis le début de la vidéo il fait nimble, donc évidemment je peux pas m'arrêter, mais là par exemple je vois qu'à côté de mon bras il y a un peu de vert, donc bon, pas de chance. Beaucoup de choses qui vont mal pour cette vidéo, mais c'était clairement le haut de la pente, on a fait le plus dur, maintenant ça va être plus tranquille, il nous reste entre 60 et 70 cartes à faire, ça nous fera aller 3 vidéos grand max. Clairement, en plus, on arrive sur une semaine où on a des jours de congé, donc j'aurai beaucoup plus de temps pour m'occuper de ça. Ça va être cool, j'ai hâte de voir la suite des spoils, mais là, clairement, on a vu que le chapitre 4, la méta, ne va pas être la même. Il y aura plein de decks supplémentaires. C'est sûr, il y aura plein de decks supplémentaires, et les decks actuels, il y a aussi pas mal de cartes qui les renforcent. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la méta que ça va donner. Encore une fois, je vous fais des gros bisous. Merci à tous pour votre implication. Merci à tous pour les présences sur les lives. Merci à tous pour les abonnements. Merci à tous pour les pouces bleus. Merci à tous pour tout l'engouement que vous avez autour de ces vidéos. C'est toujours aussi cool de voir que vous êtes toujours aussi actifs. En ce moment, je bombarde les vidéos. Encore une fois, j'espère que ça vous plaît parce que ça me coûte physiquement de faire ça. Ça ne sera pas toujours le cas. Mais en même temps, on est dans la période de rush. On le sait, tous les 3 mois, on a un moment où pendant 3 semaines, on fait que des vidéos. On est en plein dedans. On survivra. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.